Donc, la sentimentalité matérialiste dans la tétralogie de l'accélérateur d'intensité d'André Roy. André Roy est le feuilletoniste de la poésie québécoise. Il est en effet un poète qui a privilégié la forme de la suite, du feuilleton, en regroupant ses œuvres par thème sous le chapeau de titres programmatiques. Dans la suite des Nuits, il traite de son amour pour le cinéma. Dans la série La vie parallèle, il classe ses essais sur le cinéma. Dans celle des Vies, il explore un côté plus autofictif, aborde un registre plus quotidien comme celui de son travail de professeur de poésie, quoiqu'il faille reconnaître que sa poésie est en permanence truffée d'autoréférences, de biographèmes et de pistes autofictives. Surgissement du jeu autofictif sous la forme d'un « il » souvent théâtralisé ou souligné, distanciation brechtienne, par un nom personnificateur qui rappelle la présence du narrateur roi dans ses livres, tels que Monsieur Désir, Professeur de poésie, Le Pensant, Le Poète, L'Accélérateur et Monsieur Tout-le-Monde. Son premier feuilleton s'intitule Cycle des passions, réunissant les livres Les Passions du samedi, Petit supplément aux passions, Monsieur Désir et Les lits de l'Amérique, dans lequel, sans trop de surprise, considérant l'intitulé, il dresse un portrait exhaustif de ses escapades sexuelles à une époque précédente, au moment où la drague homosexuelle rimait avec cocaïne, disco, petite moustache et consommation effrénée de partenaires, et ce, partout sur le continent, les lits de l'Amérique relatant entre autres ses aventures sexuelles aussi bien ici au Québec qu'aux États-Unis. En contrepartie à cette suite sexuelle, il débute en 87 avec le feuilleton L'accélérateur d'intensité, dont le premier livre porte le titre éponyme, une série qui décrit la teneur existentielle, l'aspect étrange et déchirant des amours homosexuels de la première ère du sida. Nous tombons alors dans un univers poétique qui associe des aspects scientifiques, cosmiques et physiques à l'amour, au sexe et à la drague. Un monde qui se déploie à travers un attirail d'affirmations existentielles qui se cristallise dans des métaphores concrètes. Car la poésie de l'auteur du cœur est un objet caché au fond de nous, traite des événements du désir, du corps, du royaume complexe et vaste de la corporéité, de la matérialité des passions, de la mécanique biologique darwinienne des ébats sexuels. On ne peut nier que pointe ici et là la question de Dieu dans la poésie de Roy, parce que dans ses poèmes apparaissent des évocations de la figure de la sainteté comme destinée ou de Dieu en tant que figure de l'infini, aussi bien de façon ironique que de façon non ironique, dépendamment des endroits. Il parle de l'âme aussi beaucoup, mais je n'aborderai pas ça ici. Persistent ainsi des questionnements réellement métaphysiques dans son œuvre. À cet égard, il y aurait toute une étude sur le kitsch chrétien à entreprendre chez le poète de l'accélérateur d'intensité, sur cet aspect de sa poésie qui pourrait faire penser aux mises en scène des photos de martyrs multicolores et glamour des œuvres de Pierre et Gilles. Ces quasi ex-voto, souvent présents dans les textes de cette période, magnifient en filigrane le combat de ceux qui ont été condamnés par la grande maladie. Mais ici, nous nous intéressons exclusivement à la récurrence des motifs de la sentimentalité matérialiste dans la suite de l'accélérateur d'intensité qui comporte les titres suivants. L'accélérateur d'intensité, les amoureux n'existent que sur la terre, on sait que cela a été écrit avant et après la grande maladie, et le cœur est un objet caché au fond de nous. André Roy revêt dans cette suite la peau d'un physicien des passions, d'un savant paradoxal des rapports sexuels. L'emploi du mot accélérateur, qu'on associe naturellement aux accélérateurs de particules, laboratoire gigantesque et coûteux permettant aux physiciens des particules de tester leur théorie sur le monde infinitésimal des atomes, en multipliant les collisions entre des éléments de leur constitution, n'est pas fortuit. André Roy y voit sans doute une opportunité d'associer le monde de la drague à un laboratoire singulier où les corps s'entrechoquent, les particules de soi se décomposent et frappent les particules des autres. Dans les accélérateurs de particules, on mesure les réactions produites par la collision de particules invisibles pour les yeux, mais qui existent réellement dans leur monde quantique. Dans l'accélérateur d'intensité, on mesure les réactions chimiques, métaphoriques, hasardeuses et sexuelles entre deux personnes dont les atomes crochus se sont rencontrés. Les collisions entre des particules génèrent de la chaleur et libèrent d'autres particules. Celles entre des corps amoureux fabriquent de l'intensité et des matières amoureuses. La pensée coule. Dans le premier livre de la série de l'accélérateur d'intensité publié en 1987, André Roy a choisi de rassembler ses poèmes dans une structure qui mime une forme musicale. Dans la première partie du recueil, il offre une première version de poèmes qui seront repris dans une version remaniée dans la deuxième partie. Les titres des parties sont explicites. Première version,
Deuxième version, puis cette deuxième version est ensuite divisée en 3 mouvements, un peu à la manière d'une symphonie. On peut penser à la forme de la fugue, à des contrepoints. Le poète écrit donc un chant, à tout le moins un livre, qui fonctionne à la manière de développements musicaux. Tel un disque vinyle sur lequel une aiguille vient lire de la musique, le livre tourne autour d'une thématique amoureuse et existentielle, reprenant des motifs tout en continuant à les développer, à enrichir leurs matériaux. Tout ceci rappelle la forme en beigne, circulaire et cyclique d'un accélérateur à particules. L'œuvre de Brian Grimes, sans titre, de 2016, reproduite sous la couverture de la version poche du livre L'accélérateur d'intensité, republié en 2019, souligne d'ailleurs bellement cet aspect circulaire du recueil, montrant un ciel étoilé modifié par un objectif et affichant alors le mouvement des astres tel un grand cercle de traits rapides. Dans la première section du recueil, intitulée « Première version », chacun des poèmes est chapeauté d'un titre faisant référence à une journée de la semaine. Ceux-ci déclinent une espèce de course contre la montre. Samedi encore, tard le mardi, tard, mercredi et ce n'est pas fini. Ces titres ajoutent un côté haletant, dessinent les contours d'une histoire racontée dans l'essoufflement, l'allégresse et l'inquiétude. D'ailleurs, dès le départ, on lit que la pensée coule, que l'air est-il possible? Dans les premières lignes de son livre, André Roy affiche le programme de sa quête, annonce les motifs qu'il développera tout au long de sa suite. Et je vais lire le premier texte de l'accélérateur d'intensité, qui s'intitule « Samedi encore ». Samedi encore. Je suis quelque part sur la terre en train de te parler, vivant. Au temps des larmes, la pensée coule. L'air est-il possible? Au milieu de l'exode, la musique, le ciel, les objets. Je m'imagine malade, brûlant d'amour dans le réel, le plus parfait. Pour le poète, il est bien important, dès le seuil de son livre, de rappeler que son histoire se situe sur la terre. Il s'identifie faillible et vulnérable dans un monde qu'il ne peut contrôler. Il dit « Je suis quelque part sur la terre ». L'avènement d'une sentimentalité matérialiste s'affiche dès les premiers mots du recueil. On ne peut pas vivre une histoire d'amour, le choc entre deux êtres humains qui se désirent, s'espèrent et s'exténuent ailleurs que sur la terre. Le titre du 2e tome de la suite de l'accélérateur d'intensité expose cet état de fait d'emblée. Si les amoureux n'existent que sur la terre, comme l'énonce clairement l'intitulé de ce 2e tome de la série, nous sommes alors effectivement prisonniers du lieu de notre naissance, assujettis aux lois terrestres, matérielles, pour vivre nos ébats amoureux. Le poète délimite ainsi le terrain conceptuel de ses aventures à partir de l'arrivée du sida. Il nous dit que vivre sur la Terre, c'est accepter les conditions qu'elle nous impose, dont celle de vivre parmi les virus, les maladies, les aléas corporels et matériels qui fondent sa spécificité. Dans ce même tome 2 de la série de l'accélérateur d'intensité, il écrit également « L'idée de la lumière, la voici, nageant entre les étoiles, dans le bleu plus noir que la nuit, de la planète nommée Amour, où nous finirons condamnés à être libres. » La Terre est ainsi nommée planète Amour en honneur de l'activité principale qui s'y déroule, lieu exclusif de l'univers où l'on peut aimer se faire détruire par l'amour. Dans cette prison curieuse, nous finissons par nous considérer libres, bien que condamnés par les injonctions du désir, ces tentacules de l'amour. Le poète ne se berce pas d'illusions, il sait que nous sommes destinés à retomber dans le réel, la concrétude de notre essence animale après l'amour. Il écrit à cet égard « Habillé de sel, je retournerai avec regret à la terre, dans la petite panique des espèces. » Le poète, qui ne cache jamais l'aspect autofictionnel de sa poésie, affirme dans la ligne suivante qu'il parle à quelqu'un, un amant, un amoureux, une personne morte, en étant vivant. Il écrit « Je suis quelque part sur la terre, en train de te parler, vivant. » Plus loin, dans la dernière section du recueil, qui a pour titre « On ne sait pas si c'est écrit avant ou après la grande conflagration », dans laquelle les titres semblent établir une table des matières thématiques des sujets abordés, des grandes définitions mises de l'avant, il renchérit et développe cette idée de la personne qui parle. Il écrit « Je vais vous le dire, je suis la personne qui parle, celle aux yeux anciens et nouveaux, aux chairs roses et lisses, le toujours responsable, le toujours prêt à l'événement. En mêlant le geste à l'action, comme les héros de la poésie, je dois choisir avant de périr. »
Celui qui parle est le héros de la poésie, le personnage dont on suit les péripéties amoureuses sur la terre, parmi les amoureux et les morts d'amour, les matières et les maladies. Celui qui écrit ce livre a survécu. Il parle parce qu'il est encore vivant à une personne qu'il a aimée, qu'il aime encore. Le poète se place parmi les vivants, brandit son privilège corporel de vivant devant les ravages de la grande maladie qui détruit les corps. L'aspect endeuillé du poète surgit alors dans la ligne qui suit. Au temps des larmes, la pensée coule. À une heure où les amoureux peuvent mourir d'avoir aimé, en témoigne Hervé Guibert dans le livre « À celui qui ne m'a pas sauvé la vie », l'auteur du Mausolée des amants transforme la dédicace traditionnelle à l'amant ou l'amante en un titre cri contre l'ennemi inavoué, celui qui a transmis le virus, qui n'a pas réfléchi en l'aimant. André Roy, dans sa suite de poésie L'accélérateur d'intensité, s'arrime à l'exemple de Guibert au grand discours mélancolique sur le sida. Si la pensée coule, c'est qu'elle fuit, tout en étant matérialisée par les larmes et le sperme. Les larmes portent aussi un courant électrique, tel que l'énonce le poète plus loin. Ici et là, l'intensité me traverse, belle électricité des larmes. Dans le 3e tome de la série, on sait que cela a été écrit avant et après la grande maladie. Le poète écrit « Je n'échappe plus au sens du fluide. L'époque jadis nous permettait d'aimer n'importe qui, mais pas n'importe quoi. » Les fluides des larmes et du sperme ne sont plus à prendre à la légère. Ils définissent l'amour dangereux, tout aussi bien que la solitude existentielle qui nous constitue. Dans le 2e livre de la série, on peut lire « Être avec les autres en étant seul avec moi-même. Tout mon sperme ne raconte que cela. » Il y a un mystère des corps qui passe par l'écoulement de ceux-ci. Dans le cœur est un objet noir caché au fond de nous. André Roy écrit « Les secrets s'écoulent de la vie. Les corps élaborent une réalité que nous ne comprendrons bientôt plus. Les objets de ta chair ressemblent à des bijoux volés. » Le poète a une tête toujours hantée de larmes. Les mots sont en soi des substances liquides, concrètes, matérielles. À plusieurs reprises dans la série de l'accélérateur d'intensité, les mots sont pris pour des instances qui agissent concrètement, matériellement dans la vie amoureuse. Le poète écrit « Une seule de nos nuits qui éclate et nos poésies proliféreront partout. Nos mots traîneront sur les draps, comme les animaux liquides de notre enfance. » Ailleurs, on peut lire « Les adjectifs se mangent dans des moments d'extase » ou bien « Je mangeais des adjectifs en t'écoutant ». Tout autant que dans la ville concrète, aussi concrète que la mer, que les mots affirmant les prodiges et les propositions de ton corps. Dans le 1er tome de la série de l'accélérateur d'intensité, le poète écrit « Une seule langue nous foudroie, c'est un fleuve de diamants, l'univers qui se déplie jusque dans notre tête chaude, reposant à l'ombre de l'atome. » Un poème entier du 3e tome de la série L'accélérateur d'intensité évoque la liquéfaction des corps, leur désespérante disparition dans l'amour, goutte à goutte. Il écrit « J'ai tenté de sauver de la pourriture le fruit mou de ton sexe. » En parenthèse, le sexe et ses cristaux lumineux, fermez la parenthèse. Les draps anciens en retenaient l'éclat, qui assombrissaient tous ceux qui s'y couchaient, soit pour les excès, soit pour les pleurs. L'eau silencieuse de leur corps y tombe, goutte à goutte, comme une éternité. La pensée coule, telle la mélancolie qui suit la pente du deuil, s'immisce dans les draps, se transforme ensuite en un goutte à goutte, un sérum de survie par les mots, après la déroute de l'amour. Je m'imagine malade, brûlant d'amour dans le réel le plus parfait. La conclusion du poème, qui entame la série de l'accélérateur d'intensité, aborde la crainte principale de la première ère du sida, le scénario fatal qui génère angoisse, paranoïa et frein émotionnel. Le poète s'imagine malade dans un premier temps, donc amoindri, fragilisé à l'article de la mort, atteint par la grande maladie, puis, dans un second temps, détourne ce scénario entendu que l'on aurait pu envisager tel le cliché de la plainte traditionnelle de celui qui crie « Pourquoi moi ?», pour célébrer une espèce d'assomption théâtrale de libération grandiloquente par le feu, par l'entremise du bûcher amoureux, dans la matière blessante et brutale, mais aimante, malgré tout, du réel. Si ce réel matériel, si le corps et les matériaux du corps se brouillent, se délitent, sont attaqués par des virus ou des bactéries qui s'en emparent, suite à une séquence amoureuse qui a accéléré notre vie,
à tout le moins ses aspects les plus chaleureux et exaltants. Ce réel ne devrait pas être considéré comme une calamité, mais bien une conséquence sans surprise d'une jouissance inhabituelle ou extatique. Le réel est donc parfait, même dans ses condamnations, et la sentimentalité matérialiste est donc une façon juste et honorable de célébrer la déréliction normale des tissus corporels soumis au travail de l'amour, des orgasmes et des sentiments. Le poète a peut-être des doutes sur le réel, mais il y croit. Il faut y croire car c'est dans le réel que l'amour et les corps amoureux vivent. Il écrit « Je me déclarerai malade dès que tu me promettras de m'aimer. Voilà encore ma tête qui croit au réel. » La maladie, soit la conséquence du réel, n'est plus qu'une formalité pour les corps amoureux, les âmes aux atomes crochus qui se réunissent sous l'égide de ce grand sentiment. Dans le cœur est un objet noir cachant au fond de nous. La noirceur de l'organe qui représente l'amour, le désir, traditionnellement peut surprendre. Mais c'est que le noir du cœur est une vision de la drague dans la nuit, figure une espèce de geôle, de cachot, où le jeune homme, l'amoureux de passage, se voit enchaîné à la poésie par sa peau. Ce ne sont plus des corps qui s'emprisonnent mutuellement dans la jouissance, ce sont des peaux qui se nouent, s'attachent entre elles dans la noirceur triste de la nuit. Je cite, « Les mots par eux dits, c'est leur substance volant en notre rencontre, nous, le groupe de malades. La nuit trop belle, c'est en elle que nous fabriquons la tristesse, avale l'air de nos poumons, la peau du très jeune, à notre peau enchaînée, ainsi qu'à nos poèmes, il est enchaîné. » L'amour est une maladie au même titre qu'une infection. Le sexe est terrestre, l'amour également. L'amour est une substance matérielle, vivante, qui traverse le temps en engluant les amants, en poursuivant lentement dans une espèce de mouvement ectoplasmique accompagné de fleurs, les amoureux. Je cite, « La matière et ses idées qui bougent rencontrent l'existence qui porte un nom inquiet. L'amour général s'anime, remue et tourne avec les grandes fleurs, dans le temps gras. » Dans la poésie d'André Roy, le verbe « souffrir » est employé pour décrire tout aussi bien les conséquences de l'amour homosexuel au début de l'apparition du sida que l'état amoureux comme tel. Aimer, quoi qu'il arrive chez le poète de la suite de l'accélérateur d'intensité, c'est souffrir. Je le cite, « Nous, les souffrants de l'amour, nous écrivons le grand poème où sont enfermés vos sexes, dévêtus, déroulés, destinés au néant. Ce grand poème semble ici évoquer le grand récit de la grande maladie, la grande chronique des manifestations mêlées de l'amour, du sexe et de la mort, générée par la découverte du sida, surtout après 1984, date où l'on crée cet acronyme francophone au Canada en réponse à l'apparition d'AIDS aux États-Unis en 1982. Le poète se sait matériel, constitué de matériaux. Il reconnaît qu'il ne cesse d'en apprendre sur la matérialité des choses et des sensations, production des étoiles. Il écrit « Léger, exact, matériel, il ne me manque plus que d'être impossible, découvrant la complexité des matériaux, vérifiant le régime des émotions nourries par les étoiles. Je suis émotif, léger, fiévreux. » Et encore, « Les matières de l'univers sont des personnages de feu. » Ainsi que « Atomes du sexe, preuve de l'existence. » En fait, son travail consiste à détailler, expliquer, analyser les matières amoureuses, joyeuses ou mélancoliques. Je cite, « J'ai une tête énorme dans n'importe quelle situation. J'examinerai ainsi les matières heureuses et malheureuses. De même, il se sait citoyen d'une société des mal-vivants. Je cite, « Condamnés des maux, nous continuerons de mal vivre en continuant de vous aimer. » Et encore, en voie de réapparaître, nous, les tout-vivants, nous formerons la société des mal-vivants, qu'une invisible pellicule détachée du ciel protégera pour quelque temps encore. Dans l'esprit de Roy, la société des mal-vivants incorpore sans doute tout autant les poètes, les homosexuels, que les grands malades atteints du sida. Tous habitent aux franges de la société normative et consensuelle. Si on veut réfléchir en termes de discrimination intersectionnelle, on pourrait aussi décréter que le poète homosexuel et sidéen, à tout le moins à l'époque, dans les années 80, réunit plusieurs identités marginales prêtant flanc à diverses oppressions sociales. La grande maladie. Le terme sida est une adaptation de l'acronyme AIDS en circulation aux États-Unis à partir de 1982. Klaus Nomi est sans doute un des premiers artistes connus, quoique avec un rayonnement relatif,
à mourir de cette maladie, diagnostic à l'appui en 83. Mais il reste que la maladie a été fortement publicisée et démystifiée lorsque Rock Hudson, grande vedette internationale du cinéma hollywoodien des années 50, a révélé en être atteint et a succombé au virus en 85. Ainsi donc, après 1985, plus personne ne peut nier l'existence du virus et de sa propagation, de cette pandémie fulgurante. Le concert Live Aid, retransmis internationalement, mettant en vedette des artistes pop de renommée mondiale, dont Freddie Mercury, qui mourra d'ailleurs du sida en 91, a effectué un travail de relations publiques extraordinaire afin de mieux faire connaître les ravages du virus, bien que ce concert du 13 juillet 85 avait été mis sur pied initialement pour venir en aide à la famine en Éthiopie. Discrètement, mais sans cachotterie, tout le monde avait compris qu'il s'agissait d'un concert pour l'Afrique, mais tout autant d'une opportunité médiatique pour mieux faire connaître la nouvelle maladie chez le grand public. André Roy n'utilise jamais le terme sida, syndrome d'immunodéficience acquise, qui a été mis de l'avant au Canada en 1984, dans la suite de l'accélérateur d'intensité. Le poète utilise les termes de grande maladie, refusant l'appellation commune, alors sur toutes les lèvres et dans toutes les conversations. Il parle plutôt des années de cendre, pour évacuer les années sida, et titre le 3e recueil de la série, plus spécifiquement dédié aux effets du sida dans la communauté homosexuelle. On sait que cela a été écrit avant et après la grande maladie. Roy reste volontairement imprécis. Il y a chez lui une espèce de désir de classicisme, d'universalisme, qui lui intime de ne jamais utiliser de mots rares, de thèmes techniques ou trop associés à une époque, de noms d'artistes associés à une certaine période, désaffublant ainsi ses poèmes de références qui ne seront plus comprises dans quelques années. Il range les textes du poète en jeune prodige fou et amoureux, titre de la première section du recueil, on sait que cela a été écrit avant ou après la grande maladie, dans une lignée littéraire universelle, évoquant entre autres Federico Garcia Lorca, tout autant que Mandelstam ou Kafka, dans des livres plus récents, consacrés à une exploration biographique et littéraire des œuvres de ces derniers. André Roy ne veut pas tomber dans le discours spectacle, s'empêtrer dans les pièges d'une poésie de circonstance. Il cherche à élargir le spectre de réception de sa suite, à l'inscrire dans un patrimoine mondial de la poésie. En quelque sorte, en sous-main, on en vient à comprendre que le sujet principal de cette suite écrite et publiée entre 1985 et 1995, en plein dans les années sida, n'est pas de rendre compte essentiellement des affres de cette maladie, plutôt que de continuer de parler encore et toujours de poésie et d'amour-passion, de nommer les matières amoureuses qui ont surnagé au milieu de la grande catastrophe. Certes, Roy a rangé pour de bon le ton léger et frondeur, presque pornographique, du cycle des passions, dans la suite de l'accélérateur d'intensité. Il n'écrit plus, comme dans Monsieur Désir, publié en 81, « Je me nommerai le chroniqueur des impudeurs, des métaphores de la passion, et surtout le monsieur délicat aux éternelles histoires de cul. » Dans la suite de l'accélérateur d'intensité, on ne parle plus d'histoire de cul. Ce vocabulaire familier a laissé sa place à des mots plus neutres, à une vaste sensibilité matérialiste de l'amour qui s'exprime sous différents aspects, à un discours plus existentiel, moins dans l'anecdote érotique que dans la magnification de figures charnelles, de moments amoureux, du côté presque mystique de la drague surréaliste dans les parcs. Devant la mort annoncée, les morts tombés au combat de l'amour, le poète a perdu beaucoup de sa frivolité et est devenu un penseur de l'amour terrestre, un témoin et un acteur de cette époque de la grande maladie. Merci.